Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où tout le monde, je dis bien tout le monde, est soupçonné d'avoir tué Laura Palmer. Soupçonné par moi ? Oui. Oui, c'est vrai. Salut, moi c'est Marie et visiblement je suis très suspicieuse. Et moi c'est Anaïs et pour la première fois j'ai regardé Twin Peaks avec Marie et je dois dire que même si c'est moi qui connais la série, la dynamique est toujours la même, c'est-à-dire que tu réagis 3 milliards de fois plus que moi devant toutes les scènes. Oui, mais en fait ça c'est normal quand tu connais pas la série, c'était l'inverse qui était pas normal pour Friends, c'est-à-dire que t'aurais dû réagir plus fortement que moi devant Friends, mais... Peut-être. Mais le problème c'est que juste on n'est pas câblés pareil. Voilà, c'est ça. On n'est pas sur la même fréquence. Cette semaine, on arrive déjà à la fin de la saison 1. Ça passe tellement vite. Oui. Marie, on a regardé les épisodes 7 et 8, les 2 derniers de la première saison de Twin Peaks, et il s'est passé beaucoup de choses. Il y a genre 40 intrigues simultanées qui sont toutes en train de se mélanger. Voilà. Je sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose. Marie a l'air de ne pas finir ses phrases. Mais apparemment, il n'y a qu'un seul aspect de l'intrigue qui t'intéresse vraiment. Ah oui, il y en a vraiment qu'un seul. C'est coupé Audrey, on va l'entendre. Alors là, c'est le final de la saison 1. Tu penses qu'il va se passer des trucs... J'espère juste qu'il va se passer énormément de tensions sexuelles entre Cooper et Audrey. Maintenant, c'est tout ce qui compte pour moi. Oh mon Dieu. Vraiment, c'est tout ce qui compte pour moi. Et pas seulement dans la série, dans la vie aussi. Bah, écoute, c'est la seule chose à laquelle je pense. Et franchement, j'ai énormément de mal à résister à la tentation de taper Cooper et Audrey sur YouTube pour trouver des vidéos compilations des meilleurs moments. Parce que c'est ce que je fais à chaque fois que je regarde une série et que je découvre un couple ou un truc comme ça. Et là, je peux pas le faire et c'est une torture. Bon, on va en reparler. Mais avant ça, Marie, on va écouter les prédictions que tu avais faites pour les épisodes que l'on vient de voir. Précédemment, dans Amis. Sur le cliffhanger Shelley et Léo, moi je prédis que Léo n'est pas du tout mort et qu'elle va se retrouver en grand danger. Sur Coupe et Audrey, Cooper, je pense qu'il va embrasser Audrey, mais il va pas aller plus loin. Sur l'enquête, soit c'est lié au réseau, parce que apparemment Laura se prostituait quand même, et en plus vendait de la drogue, consommait de la drogue. Donc soit c'est lié à ça, ce qui est le plus probable, soit c'est quelque chose qui va être totalement surprenant et qui va sortir un peu de nulle part, où elle avait une relation avec quelqu'un qu'on n'avait pas prévu. Est-ce que la série va brûler ? Oui. Bon, je suis très, très, très forte. C'est ce que je tiens à dire. Cooper n'a pas embrassé Audrey. Oui, c'est vrai, mais en même temps, j'avais raison sur l'aspect, il aime bien, il est tenté et tout ça, mais il le fait pas parce que c'est pas bien. Marie, à chaque fois, tu nous prépares un petit résumé des épisodes que tu viens de voir. Alors, tu n'as pas trop préparé cette fois-ci. En 1 minute, est-ce que tu peux quand même me dire ce qu'il s'est passé dans ces épisodes ? Non, j'ai décidé de la faire à la Jackson Pollock, tu vois. Tout le monde soit enquête sur la mort de Laura, soit a participé de près ou de loin à la mort de Laura ou à la mort de quelqu'un d'autre. Alors, l'enquête d'Audrey avance, elle se retrouve au One Night Jack. Tout le monde se retrouve au One Night Jack. Je me demandais quand est-ce qu'ils allaient y arriver. En fait, là, c'est à la fin, tout le monde y est, quoi. Et Audrey se prostitue pour la première fois, enfin, elle est sur le point de le faire et elle découvre que son père est son premier client, donc c'est horrible. Voilà, mais il y a trop de trucs en fait, c'est trop dur. Attends, c'était beaucoup plus facile pour toi et Friends, quoi, c'est vraiment trop difficile. Hank tire sur Léo qui allait tirer sur Bobby et avant Léo il avait enfermé Shelley qui a été sauvée par Catherine et Peter va sauver Catherine aussi et va peut-être sauver Shelley. Josie est mêlée à tout ça, c'est très compliqué et Cooper se fait tirer dessus. Je pense que tu aurais pu faire un résumé qui est juste, il se passe trop de choses. Oui, c'est vrai. J'abandonne. Oui, c'est vrai. Mais j'abandonne pas. J'aime ta détermination. Comme toujours, est-ce que tu as des questions à me poser ? Alors j'en ai plein. Qu'est-ce qui se passe avec Ronette Polaski ? Tout le monde s'en fout d'elle. C'est vrai. Et en fait, on en parlera, mais je trouve que c'est un petit peu, justement par rapport à la figure de Laura Palmer... versus la figure de Ronette Polaski, je trouve ça intéressant. Polaski. Tu vois, je connais même pas son nom. Ils sont jamais en cours, ces lycéens ? Pas souvent. En même temps, c'est un peu comme dans d'été, Buffy. Comment ça se passe ? Enfin, je sais pas. Est-ce que Coupe a des parents ? Enfin, je sais pas, c'est random, mais j'ai juste envie de rencontrer ses parents parce que je veux voir qui a créé ce personnage. Genre, Josie, elle a grandi à Hong Kong et elle sait pas parler anglais. Moi, je pense qu'il y a anguille sous roche là, tu vois. Parce qu'à Hong Kong, quand même, c'est une des langues principales, c'est l'anglais. Et le fait qu'elle se trompe sur toutes ses expressions et tout ça, je pense qu'elle surjoue un peu sa non-maîtrise de la langue. C'est un peu la Jane Birkin de Twin Peaks. Tu te dis, au bout d'un moment, meuf, tu sais parler en fait. Ensuite, j'ai noté pourquoi les hommes sont si bêtes dès qu'ils sont attirés par une femme. Voilà, ça c'est juste une question rhétorique. Une question qu'on ne résoudra jamais. Voilà. Pourquoi personne ne mange les donuts ? Ils ont des grands plateaux de donuts qui restent intouchés. Ça me rend ouf parce que j'ai très envie d'un donut. Voilà. Hein. Comment est-ce que Sherilyn Fenn est pas devenue une star après cette série ? Je me demande vraiment, c'est elle qui joue Audrey.
Et pourquoi est-ce que Shelley décide de se shampouiner les cheveux dans l'évier alors que son mari violent est à ses trousses? Ses cheveux sont-ils si sales? Je veux le savoir. Excellente question. On attaque l'épisode 7 tout de suite après le cliffhanger de l'épisode précédent, avec Audrey toute nue et en larmes dans le lit de Cooper. Elle a besoin d'un peu de réconfort. Et tu as été plutôt satisfaite de la résolution. Très, très, très satisfaite. But don't you like me? I like you very much. You're beautiful, intelligent, desirable. You're everything that a man wants in his life. But what you need right now, more than anything else, is a friend. Quel homme. Someone who'll listen. Un mensch. Un vrai mensch. Là, il a jamais été aussi sexy. Ah, je savais que t'allais dire ça. Non, mais un mec qui respecte... Enfin, Bah franchement, oui. là, c'est parfait. Mm. Un mec qui respecte les femmes. Eh ben Incroyable. ouais. C'est rare. C'est si rare de nos jours. Bon, je connais déjà un peu la réponse, mais au début, tu disais que tu ne comprenais pas du tout le sex appeal de Cooper. Je pense que tu as un peu changé de point de vue sur la question, non? J'ai totalement changé de point de vue. Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression d'avoir fait un lavage de cerveau, cette série, en quelques épisodes. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. C'est assez classique quand même de tomber sous le charme d'un acteur au fil des épisodes. Au début, je le trouvais pas repoussant, mais... Presque. Ouais, presque. Et là, je le trouve extrêmement attirant. Même s'il a toujours un petit côté un peu très jeune, qui rompt un peu son charme, mais quand même, déjà son côté un peu gentleman, enfin, ça fait très tradit de dire ça, mais vraiment, il a un côté où il respecte et où justement, il est assez moral, disons. Et ça, je trouve ça extrêmement séduisant. Là, il est en costard à un moment, et puis il a des petites lunettes, ça lui va très très bien. Ça équilibre son menton, qui est un peu trop prononcé. Ça marche très bien pour son visage. T'as été très contente quand j'ai enfin avoué mon attirance pour Cooper. Bon, j'avoue, maintenant, je le trouve beau, en fait. Non, ça y est. Tu me mets un mec moral, je peux pas résister, en fait. Ouais. Je suis ravie. Tu le trouves beau aussi, on a déjà établi ça. Oui, je suis un peu pareil que toi, c'est-à-dire que c'est pas mon plus gros crush dans les séries télé de manière générale, mais dans Twin Peaks, oui, chez les hommes en tout cas. Je me suis fait la réflexion quand même chez les hommes de Twin Peaks, ils sont soit tous très moraux, soit tous très méchants. À part Bobby, il n'y a pas d'entre-deux vraiment, ou peut-être le docteur Jacobi, où on n'arrive pas trop bien à le situer, même s'il est extrêmement pervers. Toutes les femmes sont très complexes. Exactement, mais vraiment, alors que les hommes, il y a vraiment un camp de la morale et le camp des vraiment... et puis alors les méchants, ils sont méchants et bien méchants, quoi. Ouais. Donc je trouve ça assez intéressant. Bon, du coup, je suis un peu devenue obsédée par leur couple. Ça devient embarrassant, en fait. Ça devient gênant. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais en plus, du coup, elle va le voir. Elle va voir Agent Cooper. Il est trop beau, là, et elle est trop belle. My special agent. Oh. Tu as des gros problèmes. J'ai des gros problèmes, en effet. Je confirme. L'autre cliffhanger de l'épisode précédent, c'était que Shelley avait tiré sur Léo, son mari abusif. Et là, pour le coup, on découvre que tu avais raison. Non seulement il n'est pas mort, il a juste été atteint à l'épaule. Mais en plus, il décide de se mettre à tuer tout le monde, ou au moins d'essayer. Et sa plus grosse victime dans ces épisodes, c'est Waldo le perroquet. Ouais, c'est triste. Qui avait été réquisitionné à la clinique vétérinaire comme suspect, puisque c'est sans doute lui qui aurait attaqué Laura le soir de son meurtre. Et là, on découvre que oui, puisque il se met à prononcer le nom de Laura comme un perroquet, quoi. Il dit « Laura !» Laura, tu le fais si bien. Et après, encore plus glauque, il commence à dire « Arrête, arrête, tu me fais mal. Non, Léo, arrête. » Donc, ce perroquet, c'est quand même... La meilleure pièce à conviction, quoi. Exactement. Et puis, au moment où il est en train de dire ça, il est sauvagement abattu par Léo. C'était... j'allais dire c'est triste, mais pas vraiment. Bah, c'est hyper triste pour les donuts qui sont aspergés de sang. Et donc là, pour le coup, on a une réponse à ta question. Pourquoi ils ne les mangent pas? C'est parce qu'il y a des plumes et du sang partout sur les donuts. En même temps, il y avait des donuts à 2h du mat. Personne mange des donuts à cette heure-là, quoi. Si t'es bourré, mais bon. Bref. Écoute, je pense que la règle de l'univers de Twin Peaks, c'est qu'il y a toujours des donuts posés sur la table, en fait. D'accord. Bon, et du coup, Léo commence quand même à massacrer beaucoup de gens dans cette série. Oui. Mais tu n'es pas vraiment satisfaite par l'idée que Léo serait le coupable de la mort de Laura Palmer. Mais si c'est Léo, après le truc c'est que bon, il y a tout un réseau autour parce qu'il y a le mec du department store et tout ça qui les introduit là-dedans et tout, mais moi je voulais que ce soit le père de Donna. Ouais, le père de Donna, c'est toujours... C'est clair. C'est pas mon suspect numéro 1, c'est mon suspect préféré. Mais j'avoue que j'aime beaucoup cette théorie aussi. Laura Palmer. I know who killed Laura Palmer. Qui a tué Laura Palmer selon toi à ce stade? J'ai un gros nouveau suspect en fait. Ah voilà. Évidemment, Léo est le principal suspect, tout pointe vers lui.
Après, à la fin du final, on lui a tiré dessus et il a l'air assez mal en point. C'est Hank qui lui a tiré dessus. Ça peut pas être Hank qui était en prison. Peut-être qu'il s'est échappé. Ce sera le sujet de la 2e saison. Ça peut être le père d'Audrey, toujours. Moi, j'ai une théorie qui est un peu folle. Vas-y, je t'écoute. J'adore. On est là pour ça. Ce qui se passe dans cet épisode, quand même, c'est que Leland tue Jacques Renault. Et d'une façon assez méthodique, j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'il lui attache les bras, il déclenche l'alarme de sécurité de l'hôpital. Donc, même dans toute sa détresse, parce que c'est un geste qui est un geste tragique de vengeance, parce qu'il pense, enfin, c'est ce qu'on pense, que Jacques Renault est le principal suspect dans le meurtre de sa fille. Et donc, il va l'étouffer. Ce que je me demande, c'est qu'on voit quand même une grosse violence de la part de Leland qui est compréhensible, encore une fois, parce que c'est un père qui vient de perdre sa fille dans des circonstances extrêmement violentes. Je me demande si peut-être il n'avait pas surpris Laura dans ses activités illicites, et si peut-être ça l'a pas rendu un peu fou, et si peut-être il n'a pas tué lui-même sa fille. Et si sa détresse aussi n'est pas liée à ça, parce que là, il devient complètement fou quand même. Oui. C'est très difficile à dire, et c'est pour ça... Pendant le premier épisode, j'avais dit que le père de Laura était aussi suspect parce que souvent c'est dans l'entourage très proche, mais au final, au fil des épisodes, il m'a beaucoup émue parce qu'on sent qu'il est vraiment en pleine détresse. Donc son attitude peut totalement être expliquée par le fait que c'est un père en plein deuil et en plus en plein deuil d'une fille qui vient d'être assassinée. Mais je me demande aussi si justement cette violence qu'on voit chez lui s'exprimer, elle s'est pas exprimée à d'autres moments et peut-être contre sa fille. C'est-à-dire qu'on est en train de développer plein de circonstances autour de la mort de Laura, qu'elle était dans cette cabane, qu'après elle est partie avec Léo, qu'elle avait une addiction au danger, qu'elle se prostituait. Plein d'éléments qui font que on se dit que c'est forcément dans cette sphère-là qu'elle a été tuée. Et je me dis peut-être que toutes ces circonstances ont mené à sa mort, mais d'une façon moins directe. Parce que peut-être que son père l'a découvert et que... Je sais pas, c'est juste une théorie. Tu gardes quand même toujours une petite place dans ta liste de suspects pour le père de Donna, ça change pas. D'ailleurs, à un moment, en fait, Laura, dans une vidéo, parle d'un homme qui lui met le feu. C'est dans un enregistrement qu'elle fait au docteur Jacobi. Et j'avais une petite théorie sur qui était l'homme qui lui mettait le feu. C'est lui qui lui a mis le FIR. Laura. Il cache des choses. Voilà, moi je pense que c'est le papa de Donna qui est une bête de sexe. Avec ses petits cardigans roses, tu vois. Je le vois bien cacher des profondeurs insoupçonnées. C'est clair. Ouais. La plus grosse intrigue, je pense, de ces 2 derniers épisodes, c'est clairement tout ce qui se passe au One Night Jacks, au bordel. Tu l'as dit, tout le monde converge un peu là-bas. Et ça démarre un petit peu avec Audrey qui continue de mener l'enquête. On l'avait déjà dit, elle a découvert qu'il se passait quelque chose de bizarre au rayon parfum du magasin de son père, puisque c'est là que Laura et Ronette avaient travaillé. Donc elle décide de s'y faire embaucher. Là, elle met encore une fois en œuvre certaines manigances pour comprendre ce qui se passe au rayon parfum, en espionnant le manager du magasin et une autre employée qui travaille là-bas. Qui a été ciblée par le manager pour se prostituer au One Night Jack, parce que c'est comme ça qu'il récolte... il fait sa moisson. Mais c'est un peu ça. Les prostituées et il les récolte. C'est un peu ça. D'ailleurs, le mec a quand même un carnet avec le nom de toutes les filles, soit qu'il a justement recruté comme ça, je sais pas si c'est les filles avec qui il a couché ou si les filles qu'il a recrutées, mais il met des petits cœurs à côté. Oui, et il y a des différents nombres de cœurs. Moi, je pense que c'est des notes. Oui, mais c'est des notes, voilà. Ça me rappelle, il y avait un mec avec qui je vivais en Suède qui tenait un tableur Excel de toutes ses conquêtes qu'il notait. Et Mon Dieu, c'était Mark Zuckerberg ou... Ça me fait trop marrer parce que maintenant que je revois ces scènes où en fait donc le manager invite Jenny, la collègue de Audrey, à venir dans son bureau, il lui offre une petite licorne en verre, en cristal, voilà. Et c'est un peu le signe de reconnaissance. Et après il lui dit: est-ce que tu es prête à avoir de nouvelles opportunités? On va t'embaucher au One Night Jacks et tu peux devenir hôtesse ou escorte si tu veux. Je me suis dit que Jenny c'était un peu la version de Kahlua dans Bridesmaids. C'est l'autre employée du magasin de joaillerie. Ah oui. Où il y a Kristen Wiig, en fait, qui est l'employée hyper récalcitrante, comme Audrey dans cet épisode qui envoie péter une de ses clientes en lui disant je sais pas comment vous conseiller, en fait, pour un parfum, vous avez qu'à le pendre autour de votre cou. Et à côté, t'as Jenny, qui est l'employée parfaite avec une taille hyper fine, comme Kahlua dans Bridesmaids, et tu sens que c'est un peu l'employée préférée. Et donc, pour rendre toute cette intrigue un peu moins dark, j'imaginais que c'était, tu vois, why can't you be more
la clou. C'est vrai. Donc, elle comprend que le rayon parfum est une plaque tournante pour embaucher les jeunes filles qui vont ensuite se prostituer au One Night Jacks. Elle récupère le numéro pour elle aussi se faire embaucher au One Night Jacks. On a envie de dire, meuf, tu sais pas trop dans quoi tu t'aventures, mais ok. Donc, elle devient prostituée, en fait, au One Night Jacks. Elle essaye de prévenir Cooper, d'ailleurs, mais elle arrête pas de le rater. Elle est très belle. C'est un peu bizarre de dire ça dans ses Qu'est-ce qu'elle est tenues. belle en prostituée. Voilà, c'est ça. Ça lui va très bien. Et donc, elle n'arrive pas à prévenir Cooper. Elle essaye de le trouver à la réception. Elle le trouve pas. Ensuite, elle lui glisse un mot sous sa porte, mais il va pas le trouver avant de partir au One Night Jacks. Et donc, ça crée une situation où elle se retrouve là-bas en tant que prostituée pendant que lui est en train d'enquêter. Je rêvais qu'ils se retrouvent, en fait. C'était moi, je pensais vraiment qu'il y allait avoir un moment où ils allaient se voir et il allait être là. Waouh. Mais non. Et non. Pour se faire embaucher au One Night Jacks, le truc, c'est que la patronne Blackie est pas hyper convaincue par les atouts de séductrice d'Audrey. Et donc, Audrey doit la convaincre de l'embaucher. Et pour ça, elle sort son tour spécial qui est de nouer une tige de cerise avec sa langue. Et c'est quelque chose qu'on avait vu dans Friends, Voilà. où Rachel essaie de le faire, mais s'étouffe avec la tige de cerise. Voilà, et où je t'avais dit, j'étais trop contente parce que c'était une référence à Twin Peaks et que je savais pas qu'il y avait un crossover Twin Peaks Friends qui existait. Et donc là, tu l'as découvert dans l'autre sens en fait. Ouais. C'est là où elle va faire le truc que Rachel a essayé de faire. Waouh, on l'embauche de suite. Je comprends pas pourquoi c'est censé être sexy de nouer une tige de cerise avec sa langue. Mais déjà, elle a l'air conne quand elle le comprend. Le visage de travers quand elle le fait. Non, mais explique-moi, parce que c'est juste parce qu'elle est douée avec sa langue, en fait. Bah oui. Mais enfin, t'as pas besoin. Enfin, je sais pas. C'est vraiment le niveau ultime. Bah oui, mais ça montre juste qu'elle a un niveau ultime de maîtrise de sa langue qu'elle peut tordre dans tous les sens. C'est vraiment quoi. des hommes qui ont écrit ça parce que c'est vraiment. Alors, à quoi ça je vais t'expliquer. C'est très précisément le scénariste de cet épisode qui a mis ça dans l'épisode parce qu'une de ses amies l'a fait en soirée, a démontré qu'elle pouvait faire ça. Et il a trouvé ça tellement incroyable et il l'a rajouté dans l'épisode. D'ailleurs, Sherilyn Fenn, qui joue Audrey, est absolument incapable de le faire. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il coupe et ensuite elle sort le truc de sa bouche. Par contre, Machen Amick, qui joue Shelly, sait le faire. Waouh, c'est le test ultime. Je vais essayer de le faire. Qui est la meuf la plus bonne, quoi. C'est ça. Waouh, si c'est comme ça qu'on évalue les meufs. La dextérité de la langue, quoi. Bah ouais. Ok. Au One Night Jacks, on rencontre aussi enfin le fameux Jack Renault, qui est croupier au One Night Jacks et qui est aussi un dealer de drogue et qui est extrêmement soupçonné dans le meurtre de Laura Palmer. Et qui a un sex appeal, mais incroyable. What? Bah non, pas du tout. Ah ouais, j'étais là, qu'est-ce que... Tu as un petit AVC, Marie Donc, il admet quand même que lui et Léo ont couché avec elle le soir de son meurtre. Et il se fait arrêter juste après parce que du coup, il a un peu avoué, malgré lui, qu'il était un des suspects numéro 1. Et donc, Cooper le fait arrêter. Et on a cette scène assez savoureuse où Andy sauve... En plus, je venais juste de dire, il faut pas envoyer Andy sur le terrain. Et bien sûr, Andy a sauvé... Harry Truman de la fusillade. Sinon, côté intrigue secondaire, on a Maddie, la cousine de Laura, qui se déguise en Laura, qui met une belle perruque longue, voilà, pour essayer d'appâter le docteur Jacobi pendant que James et Donna fouillent son appartement, puisque eux, ils sont toujours sur la théorie docteur Jacobi. Toi, tu l'as un peu moins, mais eux, ils sont encore bloqués là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Maddie, donc, s'appelle Madeleine Ferguson. Et en fait, c'est une référence au film de Hitchcock, Sueur froide. Ah oui. Dans lequel Kim Novak joue 2 rôles, et une des 2 s'appelle Madeleine. Et l'autre personnage principal de Sueur froide, c'est Scotty Ferguson. Donc en gros, on a Madeleine Ferguson. Et le plus gros thème de Vertigo, enfin de Sueur froide, c'est la dualité. Et donc c'est clairement une référence évidente de la part de Lynch, qui lui aussi, en fait, dans sa filmographie, a énormément travaillé sur le thème de la dualité. Je pense que c'est peut-être le plus gros thème qu'il a abordé avec tout ce qui est onirique. Dans ses films, il y a Lost Highway, qui est un de ses films qui est, pour le coup, très clairement inspiré de Sueur froide. Mulholland Drive, c'est aussi un grand film sur la dualité. Et dans Twin Peaks, tu l'as vu, il y a ce personnage et c'est un thème qui va revenir très fréquemment en fait. La question de une personne qui joue plusieurs rôles ou une personne qui peut jouer plusieurs personnes à la fois. Donc là, en mettant cette perruque blonde, on est vraiment totalement dans la thématique Sueur froide et c'est pour ça que j'en profitais pour rappeler d'où vient le nom de ce personnage. Waouh. On a une autre petite intrigue assez triste, c'est Nadine qui fait une tentative de suicide. Oui, ça m'a fait de la peine. Non, la pauvre... Oh là là, Nadine, fais pas ça.
Bah ouais, vraiment, quoi. T'es tellement investie dans la vie de Nadine, je trouve ça génial. Bah franchement, moi je pensais qu'elle allait devenir femme d'affaires et là, ça me fait trop de peine. Bah c'est ça, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle fait une tentative de suicide, enfin en tout cas c'est l'élément déclencheur, parce qu'on comprend dès le début de la série qu'elle a quand même des petits problèmes de santé mentale, voilà. Et là en fait, son rêve de créer des tringles de rideaux silencieuses est un peu anéanti, puisqu'on on rejette sa demande de brevet, et c'est ça qui l'amène à faire cette tentative de suicide. D'ailleurs, dans la scène avant où elle voit Hank, elle est en train d'observer ses poignets avec beaucoup d'attention. Et je me demandais si c'était annonciateur de la tentative de suicide après, parce que je me demandais pourquoi elle regarde ses poignets comme ça, si c'était parce qu'elle était en train de songer à... Ouais, peut-être. Voilà, je sais pas, c'était... Quand elle voit Hank ou Ed? Ed. Ouais. Tu as confondu les deux amants de Ouais, bon, Norma. ouais, franchement, Hank, Ed, Bob, Bobby... Ah bah oui, c'est très très compliqué. C'est vraiment des noms de soap, quoi. Voilà. J'en profite pour lancer une petite minute théorie du complot où on essaye d'analyser encore une fois quelque chose qui n'a pas vraiment besoin d'être analysé dans Twin Peaks, mais qui pourrait être analysé pendant très longtemps par des gens sur Reddit. À ton avis, que symbolisent les fameuses tringles de rideaux de Nadine? Honnêtement, je vais même pas partir dans une théorie du complot. Enfin, je vais faire une analyse psychologique, je sais pas. Mais pour moi, très clairement... Pour elle qui ne va pas bien psychologiquement, c'est une façon de regagner le contrôle sur son environnement. Je pense que déjà, c'est une façon de contrôler le bruit et de contrôler un petit détail de son environnement jusqu'au bout pour se redonner une forme de pouvoir aussi. C'est comme ça que je l'ai interprété. Et en plus, il y a quand même un caractère obsessionnel dans la façon dont elle se focalise là-dessus. Et elle se focalise aussi sur toutes les choses qu'elle pourrait faire grâce à ça, parce que je pense qu'elle essaie de s'échapper de son quotidien, parce qu'elle se rend bien compte que ça va pas très bien dans son mariage aussi. Il la trompe, même si elle le sait pas, mais elle le sait quand même un peu, je pense. Toi, tu penses à quoi comme théorie de complot ? Moi, je pense que les rideaux jouent un rôle prépondérant dans la filmographie de Lynch et dans Twin Peaks. Dans Twin Peaks aussi, ouais. Voilà, notamment dans la Red Room qu'on a découvert récemment avec ces grands rideaux rouges qui sont vraiment l'image emblématique de Twin Peaks. Et pour moi, les rideaux, on le sait, c'est un peu un passage en fait vers autre chose. C'est une ouverture, ça cache une fenêtre, ça cache une autre pièce peut-être. Donc moi, j'y vois peut-être un symbole plus des éléments surnaturels de Twin Peaks, où ça pourrait être un passage vers un autre monde ou vers un autre univers. Waouh, pas loin. Et le fait de les ouvrir et de les fermer comme ça, c'est peut-être d'essayer, comme tu dis, de s'échapper en fait, mais aussi d'ouvrir une autre porte vers quelque chose d'autre. Je voyais aussi comme une protection, les rideaux. Tu te protèges du monde extérieur. Tu te caches du monde extérieur. Pas mal, pas mal. Reddit, si vous nous entendez. Fun fact sur les rideaux, l'actrice qui joue Nadine a raconté que au tout début, quand ils étaient en train de tourner, ils tournaient juste un plan large de la maison et on la voyait en fait ouvrir et fermer les rideaux un peu à répétition. Elle faisait ça et ça a fait mourir de rire David Lynch. Et elle l'entendait ricaner en fait dans le talkie-walkie. Il trouvait ça hilarant. Et c'est comme ça que le personnage de Nadine a été développé. Magnifique. On va faire un petit point romance, notamment romance de Andy et Lucy. Ça va pas très bien en ce moment entre eux. Lucy est enceinte. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'ai dit, est-ce qu'ils vont avoir un enfant ? Je suis trop forte. Mais oui, Lucy est enceinte et ça crée une crise entre elle et Andy. Mais moi, en fait, ma plus grande question, c'est... J'arrive pas à imaginer ces deux personnages faire du sexe. Ça, ils sont pas adultes, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et je les vois pas... C'est pas des êtres sexués. Donc, c'est ça qui m'a le plus perturbée dans cette intrigue. Le truc qui est bizarre quand même, que toi, t'as peut-être pas relevé, mais quand elle annonce à Andy qu'elle est enceinte, il est pas content. Il repart, ils viennent de s'embrasser. Ils ont pas couché ensemble. Elle est enceinte de quelqu'un d'autre. Ah ! Elle est enceinte de quelqu'un d'autre ? Mais de qui ? Je sais pas, mais je voulais savoir si tu avais des théories pour expliquer c'est ça, pourquoi, ma théorie. Voilà, pourquoi il est énervé quand elle lui dit qu'elle est enceinte. Ou en tout cas, il n'était pas énervé. Moi, il est un peu désarçonné. Après, moi, honnêtement, sur le coup, je me suis dit il est bené, quoi. Donc peut-être que il comprend pas comment ça marche. Alors il va faire une recherche sur Google pour dire enceinte. Non, ça veut dire quoi ? Peut-être qu'il se dit qu'il n'est pas prêt à être père, ce qu'il n'est pas. Très clairement, il va faire tomber le bébé. Mais maintenant que tu le soulignes, bravo. Clairement, maintenant, oui, c'est évident, en fait. Le bébé n'est pas de Je voulais juste lancer une piste supplémentaire. Mince, j'avais loupé ça. On arrive au final de la saison 1, qui est écrit et réalisé par Mark Frost, le co-créateur, et qui se termine, alors là, sur une multitude de rebondissements. Oui. Déjà,
au One Night Jacks où il se passe beaucoup de choses, donc au bordel où Audrey vient de se faire embaucher, elle est sur le point de se prostituer et tu l'as dit, son premier client, c'est son père. Alors, déjà, je dois dire, je l'avais prédit. Parce qu'à un moment, donc Blackie, la boss, Mère Mackerel, elle dit le propriétaire des lieux aime bien tester la marchandise, en gros, hein, c'est ça qu'elle dit. Et j'étais là, le propriétaire, c'est Ben. This is a good night for you to break in. The owner's coming by tonight. He likes to spend some time with all the new girls. Mais c'est son père. No names, child. C'est son père, le propriétaire. Non, c'est son père. Don't ask. Yes, ma'am. Oh mon Dieu, l'enfer, quel enfer. Et c'était bien son père. Tu avais vu juste. Déjà, le décor du One Night Jack est Très oppressant. C'est oppressant, mais c'est aussi, il y a quelque chose d'un peu conte de fées, cauchemardesque dedans. C'est-à-dire qu'il y a une scène où on voit Ben Horn en train de signer le contrat, il est entouré de rideaux rouges, et on a un peu l'impression d'une figure un peu diabolique, c'est-à-dire dans une espèce de feu de l'enfer, quoi, dans des couleurs rouges et tout ça. En plus, il a un visage assez Oui, et marqué. puis la signature du contrat, Oui, voilà, exactement. le pacte avec le diable. Exactement. Et pendant ce temps-là, Audrey, elle, a choisi une carte et cette carte est cousue sur sa tenue. Elle est dans une chambre qui est décorée de façon assez onirique, mais un peu... avec les baldaquins, voilà, le exactement. velours. Et c'est une femme bossue qui est en train de lui... bossue, en plus habillée tout en gris et tout ça. Ça fait vraiment personnage de conte de fées qui est en train de lui coudre la carte dessus. Elle a une tenue noire avec des cordes un peu autour de la taille. Moi, ça me faisait penser au mignon de Glory dans Buffy. Totalement. Puis Audrey elle-même ressemble un peu à Blanche-Neige, en fait, parce qu'elle a la peau très blanche, les lèvres rouges, toujours les cheveux noirs. Et donc, elle a cette figure un peu de princesse, comme ça, très pure. Et la bossue qui vraiment, pour moi, évoquait tout cet univers. Et d'un coup, en fait, la bossue part. Et là, Ben Horn arrive. Et il a une figure vraiment très menaçante où il fait vraiment prédateur. On dirait, le grand méchant loup, quoi. Il y avait un truc très, très conte de fées, je trouvais, dans cette scène. Hyper traumatisante. Ah ouais, complètement. En fait, elle l'aperçoit. Lui n'a pas encore vu Audrey, mais elle l'aperçoit dans le reflet, dans le miroir. Et effectivement, la manière dont il est cadré, ça fait vraiment l'ogre imposant qui s'apprête à la dévorer. Et c'est vrai que, bon, déjà... son père, quoi. Son père est en train de se réjouir à l'idée de se la taper et il sait pas que c'est sa fille. Et elle est en train de découvrir que son père possède un bordel et qu'il adore se taper toutes les prostituées qui lui embauchent. Et en plus de ça, effectivement, la manière dont c'est filmé, tu l'as souligné, et c'est très, très perturbant. Et ça m'a beaucoup perturbée. C'est horrible. Oh là là. Je suis tellement contente qu'on fasse ce podcast. Franchement, j'adore t'entendre parler de Twin Peaks et te voir réagir à Twin Peaks. C'est génial. C'est un grand cadeau. J'aime beaucoup regarder Twin Peaks. Il n'y a pas que ça qui se passe, parce qu'il y a vraiment énormément de rebondissements. Il y a aussi la Syrie qui brûle, tu l'avais prédit. C'est Léo qui met le feu à la Syrie, qui a kidnappé Shelly, qui l'a mise à l'intérieur pour la faire brûler. Mais Catherine arrive à la dernière minute et elle sauve Shelly. Enfin, en tout cas, on les voit disparaître, on ne sait pas ce qui leur arrive après. Il y a Josie qui est impliquée dans tout ça, d'une manière ou d'une autre, et tu ne comprends plus rien au personnage de Josie, en fait. Si, je comprends. Enfin, je comprends pas. Si, je comprends. Enfin bon, on va entendre. Oh. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Josie? Tu comprends pas trop quand même. Ce que je comprends, c'est qu'elle est up to no good. Elle a caché des choses. Et qu'elle a peut-être manipulé Harry de façon pas très sympa. Et qu'elle a de toute évidence payé Hank pour qu'il tue son mari. Et là, encore une fois, j'avais raison. C'était mon premier instinct la dernière fois. Et en plus, après, je me suis censurée en disant non, en fait, c'était un accident parce que je pensais que c'était pour ça qu'il était pour cet accident qu'il était en prison. Mais en fait, cet accident était là pour couvrir le meurtre du mari. Quand même, j'avais eu un très bon instinct, je tiens à le souligner. Elle est maline, la Josie, et elle est manipulatrice. Et ce qui m'énerve un peu, c'est qu'elle se la joue Sainte-Nitouche tout le temps. À parler comme ça, et je comprends pas, et je parle pas bien anglais. Et pendant ce temps, elle flingue tout le monde. Et elle paye $90,000 aux plus gros enfoirés de la région pour qu'elle tue son mari. Donc vraiment, la Catherine, en fait, c'est elle qui est du bon côté de l'histoire. Waouh, excellent. Il y a aussi Léo qui, tu l'as dit, s'apprête à tuer Bobby parce qu'il lui en veut de se taper sa meuf, ce qu'on peut comprendre. Ouais, oui, il y a des limites quand même, je veux dire. Mais... Waouh. Je ne cautionne pas le meurtre. Mais ce que je veux dire, c'est que... vous avez des bonnes raisons. Ce que je veux dire, c'est que dans ce groupe-là d'hommes, il y en a pas un pour... Enfin, voilà, quoi. Il y en a pas un pour attraper l'autre. Léo s'apprête à tuer Bobby, mais à la dernière minute, il se fait tirer dessus par Hank. Et Bobby voit Hank qui a tiré sur Léo, donc il se dit « qu'est-ce qui se passe ?» Et ensuite, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Leland, tu l'as dit, tue Jack Renault à l'hôpital. Ça t'a fait développer une théorie
Sur Leland. Voilà, qui peut-être aurait tué sa propre fille, Laura Palmer. Je pense dans un accès de rage incontrôlé. Je pense pas que c'était prémédité du tout. Mais... Et dans la dernière scène de la saison, l'agent Cooper se fait tirer dessus par une personne mystérieuse. Il rentre à l'hôtel, il trouve le mot que Audrey lui avait laissé, mais bon, un peu trop tard. Il se fait tirer dessus par une main et on sait pas qui c'est. J'ai une théorie. Ah, ok, vas-y. Alors, ma théorie, elle sort un peu de nulle part, mais plus tôt dans l'épisode, Audrey va glisser son mot sous la porte de Dale. Et quand elle sort de la chambre, elle croise un autre client de l'hôtel, qui est un homme asiatique qu'on n'a jamais vu. Et je trouvais ça un peu étrange qu'elle échange ce regard et qu'on fasse une pause aussi longue sur cet homme qui est là. Et en fait, j'étais en train de me demander quand Dale s'est fait tirer dessus, qui ça pourrait être. Ça peut être Hank. Mais on vient de le voir tirer sur Léo. Mais en même temps, je me dis pourquoi, en fait, il le ferait. Léo, on vient de le flinguer, donc voilà, c'est pas lui. Après, les autres, il y en a un qui est mort à l'hôpital, il y en a un autre qui a fait une crise cardiaque à l'hôpital, il y en a un autre qui est en train d'étouffer l'autre à l'hôpital. Donc bon, chacun est assez occupé quand même. Ils sont tous occupés avec leur propre meurtre, donc ils peuvent pas en plus aller tirer sur Après, Cooper. peut-être que Leland, après avoir étouffé, mais bon, Leland, encore une fois, pourquoi il va faire ça ? Je sais pas, tu vois. Donc, je sais pas pourquoi cet homme, cet autre client le ferait, mais en même temps, aussi, Dale vient de rentrer dans sa chambre, donc si l'autre reste dans la chambre d'à côté, il peut l'entendre. Peut-être que c'est pour ça qu'il arrive juste après. Peut-être qu'il a été mandaté par quelqu'un et payé par quelqu'un pour tuer Cooper. Parce que Ben, en plus, est avec sa fille au bordel, s'apprête à coucher avec sa propre fille. Donc, lui aussi est occupé, mais c'est peut-être lui qui a mandaté. Enfin, je sais pas. Mais c'est une théorie que j'ai eue comme ça. Je me demande ce que pensent les gens qui écoutent cet épisode et qui n'ont pas regardé Twin Peaks. Bah, ils écoutent plus, à mon avis. Ils écoutent plus. C'est pas possible. Mais du coup, voilà, c'est ma théorie. Mais, Ok, ta théorie, c'est le mec que Audrey a croisé dans le couloir de l'hôtel. Why not ? Très bien, bah écoute, on verra si tu as la réponse à ta question. J'espère bien quand même. Tes interrogations. J'espère. C'est Twin Peaks, rien n'est sûr avec Twin Peaks. Je voulais te demander à ce stade de la série, quelle image, si tu en as une, tu te fais de Laura Palmer ? Parce que moi, je suis peut-être biaisée parce que j'aime beaucoup la série, mais je trouve que c'est rare d'avoir une œuvre où la victime est tellement centrale. C'est-à-dire que là, dans Twin Peaks, tous les épisodes se terminent avec un générique de fin où on a la photo de Laura. Sa photo est présente dans tous les épisodes, on la voit constamment, elle est constamment mentionnée. On a lu ses journaux intimes. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment présente par rapport à d'autres séries où il y a une enquête sur un meurtre. Et honnêtement, je me souviens même pas comment s'appelait la personne qui a été tuée. Y compris des grandes séries comme Broadchurch ou tu vois. Je trouve ça très intéressant parce que justement, moi, c'est une critique que j'ai sur beaucoup de séries policières ou de films policiers sur le fait que la victime est très accessoire. Ouais. Et là, c'est sûr que c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'au contraire, mais c'est parce qu'il y a un mystère à résoudre autour d'elle et de sa personnalité parce que justement, c'est la contradiction entre la reine de beauté et la reine du lycée qui, en fait, avait des parts d'ombre très, très présentes et qui ont mené à sa mort. Je trouve ça très intéressant qu'elle soit si centrale à l'intrigue. Par contre, par rapport à Ronette Pulaski, qui, elle, est aussi victime, qui est à l'hôpital amnésique, qui est toujours en vie et qu'on ne voit pas du tout et qu'on a complètement oublié, on la mentionne de temps en temps. Et elle est complètement accessoire. Et en fait, ça montre quand même qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que Laura, pourquoi elle est centrale ? C'est justement parce que c'était une reine de beauté, parce qu'elle fait partie de cette communauté. Ronette Pulaski, on comprend très vite quand même quand on voit ses parents que c'est pas le même milieu social. Elle faisait pas partie des filles populaires ou des choses comme ça. Et du coup, pour l'instant, en tout cas, elle est complètement accessoire. C'est vraiment juste un élément de plus dans l'intrigue qui nous indique des choses sur là où Laura aurait pu rencontrer des personnes qui ont peut-être mis fin à sa vie. Donc, il y a quelque chose où je trouve quand même que c'est intéressant parce que certes, on met la victime au centre du récit, mais c'est pas n'importe quelle victime en fait. C'est parce que elle est blonde, très désirable et représente cet idéal qu'elle est aussi centrale. C'est quand même assez logique qu'ils se focalisent plus sur Laura parce qu'elle est morte et que Ronette en plus est dans le coma. Donc pour l'instant, ils peuvent pas en tirer grand-chose. Enfin, elle peut pas leur dire ce qui s'est passé. Alors que justement, il y a aussi un espoir que si elle se réveille, elle pourra révéler tout ce qui s'est passé. Mais je suis complètement d'accord sur le fait aussi que y a une dichotomie. Elle est brune alors que Laura était blonde. Elle est d'un milieu social beaucoup plus pauvre alors que Laura venait d'une classe moyenne supérieure. Donc, c'est assez révélateur sur la manière dont les scénaristes ont réfléchi au truc. Mais je comprends aussi qu'ils enquêtent sur le meurtre. Oui, bien sûr. Puisqu'elle, au final, elle s'en est tirée, même si elle n'est pas en très bon état à l'heure actuelle. Elle est une façon si élégante de le dire. Bon, on a fini la saison 1.
Qu'est-ce que tu penses de l'expérience pour l'instant? Honnêtement, j'aime beaucoup. Ah, je suis trop contente. Alors après, bon, ce qui me fait un peu peur, c'est que d'après ce que j'ai compris, c'est après que ça dérape un peu. Déjà, j'adore les policiers en général. Je me prends toujours au jeu assez facilement, donc là, je me suis prise au jeu aussi. Et puis comme c'est très riche et qu'il y a beaucoup d'intrigues et qu'il y a beaucoup aussi de symboles ou de choses comme ça, et qu'en plus, c'est mon boulot de le faire. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé essayer de relever les indices ou des choses comme ça. J'ai trouvé ça assez plaisant. Et puis j'aime beaucoup débriefer avec toi. Et puis en plus, c'est vrai que les personnages sont très attachants pour ceux qui sont du bon côté de l'histoire, quoi. Et puis Dale et Audrey, j'y crois, quoi. J'ai envie d'y croire. Ouais, c'est bien. Pour l'instant, c'est une très très bonne surprise. Je pense pas que j'aurais dépassé le premier épisode, honnêtement, si j'avais pas été forcée à le regarder. Et je suis contente d'avoir été forcée. Parce que je pense que le premier épisode était le plus chiant. Voilà. Mais parce que Dale Cooper y est pas pendant la plupart du temps et tout ça, et c'est le mieux écrit quand même. Et toi, qu'est-ce que ça fait de revisiter Twin Peaks avec moi? Franchement, c'est génial. En plus, honnêtement, moi aussi, c'est marrant parce que tu avais dit ça sur Friends. Je me souviens, ça te force à prendre des notes. Et moi, j'ai regardé Twin Peaks plusieurs fois, mais honnêtement, à chaque fois, je me souviens pas de ce qui se passe parce que tu l'as dit, c'est très riche, c'est très dense. Et j'ai mes parties préférées et mes personnages préférés. Et là, ça me force à prendre des notes, à être hyper clair sur ce qui se passe et pourquoi ça se passe et comment on l'analyse, etc. Et donc, c'est une expérience encore différente de mes visionnages précédents. Et j'adore avoir ton regard dessus. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que pour Friends, je trouve. Oui. Comme il y a des mystères dans la série, j'ai l'impression que tout ce qu'on dit est en suspension. Alors que Friends, en fait, chaque histoire allait être résolue à la fin de 1 ou 2 épisodes. Là, c'est une intrigue qui dure sur le long cours, donc je me dis, je peux pas encore trop en dire, je me retiens de te dire plein de choses. C'était un truc pour Friends aussi, mais là, c'est marrant parce que du coup, je suis à ta place. Et le truc qui me frustre le plus, c'est de pas pouvoir googler. Dès que je regarde une série ou un film, en règle générale, je vais aller chercher les acteurs sur Google pour voir un peu leur vie ou des choses comme ça. Et là, je me retiens de le faire parce que j'ai trop peur d'être spoilée. Et d'habitude, j'ai pas peur des spoilers, mais là, bon, il faut, pour le principe du podcast, il faut pas que je le sois. Et donc, c'est très difficile, en fait, de me contenir et de pas aller regarder. Et ça me démange vraiment, quoi. Et d'autant plus maintenant que j'ai des personnages préférés ou des choses comme ça et qu'il y a des intrigues qui m'intéressent particulièrement. Mais vraiment, en plus, c'est un peu un réflexe et j'ai beaucoup de mal à pas rentrer dedans, quoi. Mais je me tiens pour l'instant. Ouais, c'est difficile, mais je me tiens. Ouais, parce que franchement, c'est important. Ton MVP, Marie, c'est qui? Alors, c'est 2 MVP. C'est 2 ouvriers qui se tiennent à l'extérieur de la salle de réunion où Catherine et Peter ont leur espèce de réconciliation. Ouais. Ah oui. Et ils sont tellement surpris de voir leur patron et leur patronne se parler qu'ils se tiennent à l'extérieur pour les espionner. Et à chaque fois, en fait, la conversation de Peter et Catherine est ponctuée par Peter qui ferme les persiennes de chaque vitre. Et à chaque fois, les ouvriers se déplacent à la vitre suivante pour observer et ils continuent à fermer. Je trouve ça très marrant. C'est une petite note un peu marrante sur une scène qui fonctionnerait très bien sans ça, mais ça rajoute un autre niveau, donc j'ai beaucoup aimé. Et toi, Clairement. c'est qui ton MVP? Moi, je pense que c'est le pot de glace que mangent Ben et Jerry. Wink wink, où ils disent qu'il manque un peu de macadamia, donc franchement, si ça c'est pas une référence à Ben & Jerry's, je ne sais pas ce que c'est, et leur glace a l'air délicieuse. Quelle est ta meilleure réplique? Ma meilleure réplique, une fois n'est pas coutume, c'est Cooper, à chaque fois. Je sens que tu vas avoir la même que moi, ça me saoule. C'est every day, once a day, give yourself a present. C'est-à-dire, tous les jours, une fois par jour, fais-toi un cadeau. Et ça, c'est la plus belle philosophie qu'on puisse avoir. Il dit ça à Harry Truman quand on leur propose une tasse de café au diner et que Harry est sur le point de refuser. Il lui dit non, il faut accepter, il faut se faire un cadeau à soi-même tous les jours. Et c'est vrai. Voilà. C'était la tienne? Oui. T'es dégoûtée? Oui. En même temps, c'est une des répliques aussi les plus cultes de Cooper. Ouais, ça fait partie de ces moments que tout le monde adore avec ce personnage. Donc, dès qu'il l'a prononcé, je savais que ce serait aussi ta réplique préférée. Et j'ai aussi un petit faible pour Audrey qui envoie péter une des clientes au rayon parfum. Et quand elle lui dit « Je veux un parfum qui annonce vraiment, qui make a statement ». Et elle répond « Maybe you should try hanging it around your neck. Peut-être que vous devriez vous le pendre autour du cou. » Je trouve ça assez génial et encore une fois, très Bridesmaids dans l'énergie. Ouais. On passe aux prédictions. On va commencer la saison 2. Marie, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer dans les prochains épisodes? Bon, déjà, je dois dire qu'à une soirée où nous étions toutes les deux présentes et alcoolisées, un ami à nous
Il est plus ami avec nous maintenant. Non, c'est ça. Au revoir, Maxime. M'a dit que tout le principe de Twin Peaks et ce qui était connu dans Twin Peaks, c'est que la série changeait complètement au début de la saison 2 et qu'elle envoyait tout valdinguer. Tous les codes changeaient et que ça devenait une série complètement différente. Donc, j'aborde cette nouvelle saison avec cette idée, sachant aussi qu'on m'a dit que le meurtre serait résolu au début de la saison 2. C'est des spoilers que j'ai eus. Merci tout le monde d'arrêter de me spoiler parce que je fais des énormes efforts moi-même pour ne pas être spoilée. Donc voilà, mais sachant tout ça, déjà sur Cooper, je pense qu'il n'est pas mort, très clairement, vu que c'est le héros de cette... Peut-être qu'après, c'est un fantôme pendant la saison 2 et 3. Je ne sais pas qui lui a tiré dessus, peut-être le Chinois qui est sur son, sur son étage, peut-être l'homme qui est sur son étage. Non, on va garder. Si on regarde ce que je dis que Ronette était en mauvais état. Je ne connais pas sa nationalité, je suis désolée. Mais, enfin bon, je ne sais pas qui c'est, mais c'est ma théorie. Et bon, je vais dire que c'est Leland qui a tué sa fille, même si, en vrai, je pense que c'est sûrement Léo ou Ben Horn ou quelque chose comme ça. Si je dois faire des prédictions, Shelley et Catherine s'en sont sortis. Je pense que Peter va peut-être pas se sortir du feu. Pete. Ouais. Je sais pas pourquoi je l'appelle Peter. Parce que c'est sûrement son vrai nom. C'est ça. Et moi, je n'utilise pas de diminutif avec les gens que je ne connais pas. N'importe quoi. Du coup, Big Ed, tu peux l'appeler Edouard. Oui, c'est ça. Le grand Edouard. Non, mais bon, Pete, je pense qu'il va peut-être s'en sortir, mais avec des séquelles, quoi. Est-ce que tu penses que le père d'Audrey va coucher avec elle? Bah non, quand même. Non, je pense qu'il y a quand même des limites. Là, ce serait vraiment horrible. Je pense qu'il va peut-être la frapper ou quelque chose comme ça, d'énervement, mais quoi. Peut-être pas la violer, mais juste la frapper, quoi. Excuse-moi, sur l'échelle de l'horreur, c'est quand même moins grave. Certes. Mais je pense qu'il va être énervé ou quelque chose comme ça, ou peut-être très gêné. Quoi? Je pense qu'il va la violer. Ok. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira juste le tout premier épisode de la saison 2 qui s'intitule May the Giant be with you. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode et si vous avez aimé notre débrief de la saison 1 de Twin Peaks, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire. On adore ça, on aime beaucoup vous lire. Vous pouvez aussi nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas, tous les jours, une fois par jour, faites-vous un cadeau. Waouh. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. Est-ce que tu as des notes pour ces épisodes, Marie? Ma première note, c'est que déjà, il y avait un autre crossover, pas seulement la tige de cerise. À un moment, tu as noté la ressemblance entre deux personnages, un de Twin Peaks et un de Friends. Je l'adore. Bobby? C'est un peu le Joey de... C'est vrai que Bobby, c'est un peu le Joey de la série. Ouais. Déjà, il a l'arrêt au milieu, il est beau, de façon très traditionnelle, et il est très bête. Et attachant. Pour l'instant, je suis pas trop attachée à lui, mais j'imagine que ça va se développer. Parmi mes notes aussi, j'ai dit évidemment Cooper a un mouchoir en tissu sur lui. C'est clair. Qu'il tend à Audrey, c'est totalement... ça correspond au personnage. J'adore que Cooper n'aime pas les oiseaux. Enfin, et surtout, il se tient écarté de l'oiseau. Tu sens vraiment qu'il n'aime vraiment pas les oiseaux, quoi. J'ai noté les talents de vendeuse d'Audrey. C'est moi lors de mon premier job d'été. J'étais secrétaire pour un chef d'entreprise local. J'avais été totalement pistonnée et j'ai lu Harry Potter tous les jours et j'appelais toutes mes amies sur son téléphone, si bien qu'il ne pouvait plus être joint par personne sur son téléphone fixe. Moi aussi, j'ai fait ça pendant le boulot d'été. Audrey, elle transcende toutes les orientations sexuelles et totalement. C'est vraiment juste... Personne peut ne pas être amoureux d'Audrey. D'ailleurs, j'ai noté Audrey marraine avec un cœur dessiné à côté. Josie, elle aime bien jouer au con. Ah, j'adore la collection de fausses moustaches de Cooper. Ouais, c'est clair. Je veux la robe noire d'Audrey. Alors vraiment, la robe noire qu'elle porte quand elle arrive dans le bordel, c'est la seule robe que je veux. Si quelqu'un m'écoute et veut trouver un cadeau pour moi pour Noël, c'est ça que je veux.
Et d'ailleurs, c'est frustrant parce que je veux googler genre le style d'Audrey pour faire du shopping lié à ça et je ne peux pas parce que j'ai trop peur d'être spoilée. C'est très très difficile. J'ai mis Peter, il demande Pete du coup. Il demande qu'à être aimé. Oui. Parce que vraiment, quand Catherine, elle lui fait une excuse de merde alors qu'elle est odieuse avec lui depuis à peu près 40 ans, quoi. C'est clair. Et d'un coup, il lui tombe dans les bras, il est trop gentil. Vraiment, Ouais. lui, il est trop gentil. Ça se trouve, c'est lui qui a tué Laura, mais il est trop gentil. Ah, il y a un effet miroir avec Invitation to Love où il y a un homme qui se fait tirer dans la poitrine et Ouais. Léo qui, au même moment, se fait tirer dans la poitrine aussi. T'en as pas parlé, mais il y a un moment qui t'a beaucoup fait rire quand Leland étouffe Jacques Renaud. Parce qu'en fait, il a le visage hyper tendu, hyper crispé. Et dès que l'alarme incendie s'arrête, son visage se détend tout d'un coup. Et cette scène t'a beaucoup fait rire. Et c'est vrai que Ray Wise est vraiment génial dans ce rôle. Et cette scène est vraiment assez exceptionnelle. Mais c'est pour ça, je pense qu'il a des moments où il vrille un peu. Et... on sent que mentalement, il a, depuis la mort de Laura, il... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça peut très bien être depuis la mort de Laura. Ou Voilà. Peut-être que c'était avant. Moi, j'avais une note aussi. J'ai noté « J'adore Andy et Lucy parce qu'ils sont purs et ils méritent le bonheur ». On va finir sur ça, je crois.